Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Toutes les chaises vous sont réservées pour que vous preniez place au Café de la Troie où toutes les littératures vous sont gracieusement offertes, bien sûr, sur un seul et même plateau. Et je ne vous cache pas que c'est un ouvrage qui a conditionné le Café de la Troie d'aujourd'hui, celui de notre invité central qui a pour titre le cinéma algérien en 44 leçons. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Ahmed Bejaoui, bonjour. Bonjour Karim. Merci d'accepter notre invitation. C'est avec grand plaisir. Un plaisir partagé, surtout que vous participez à l'avant-dernier numéro de la saison 2024-2025. Ahmed Bejaoui, vous êtes lauréat de l'Institut des hautes études cinématographiques IDEC à Paris. Vous êtes également titulaire d'un doctorat en littérature américaine. Vous êtes professeur des universités à la faculté de communication de l'université Alger 3 et directeur artistique du festival du film engagé. Non, on va y revenir, ne vous en faites pas. Ahmed Bejaoui, vous êtes auteur également de plusieurs ouvrages, Images et visages avec Denis Martinez bien sûr, Cinéma et guerre de libération des batailles d'images, Cinéma et littérature, la guerre d'Algérie dans le cinéma mondial, tous parus bien sûr chez Shihab. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage sur la saga de la création de la cinémathèque algérienne entre 1965 et 1969. Et en 2015, l'UNESCO vous a décerné la médaille Federico Fellini pour les services rendus à la littérature, du moins à la culture cinématographique à travers le monde. Est-ce qu'on vous a réellement résumé ou est-ce qu'il manque quelque chose? Oui. Il manque toujours quelque chose. Oui, il manque toujours quelque chose. Vous n'êtes pas venu seul. C'est réellement ça le concept du Café de la Troie. Vous êtes accompagné de Abdelkrim Tazarout. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. L'équipe technique me disait en ces termes-là bien avant le début de l'émission. Ah, c'est encore Abdelkrim Tazarout? Non, c'est pas moi qui vous ai choisi. C'est mon ami. C'est votre ami, bien sûr. Voilà, c'est un honneur d'être invité par le grand, parce que alors, il a une actualité, je ne sais pas si vous êtes au courant. Bah écoutez, il en a plusieurs, hein. C'est la raison pour laquelle... C'est la toute dernière, ça s'est passé mardi, oui, à l'Institut national de cinéma. Mm-hmm. C'est important, c'est son rayon, c'est son domaine. Oui. Et donc, il a été honoré de son vivant par cet institut. La bibliothèque de l'Institut national supérieur de cinéma porte désormais le nom d'Ahmed Bejaoui. Ça me flatte énormément parce que je suis un homme de littérature, je suis un homme qui considère qu'il y a deux priorités plus importantes que le cinéma, mais qui donnent naissance au cinéma, c'est la littérature et la musique. Oui. Avant toute chose. Vous me rappelez la musique avant toute chose. Vous me rappelez Léla Boutalab et son mari défunt, sport et musique. Exactement. Là, nous sommes dans les années 70. Donc voilà, pour moi, ce sont les sources du bon cinéma. Et je dis dans ce livre également ou dans un autre livre qui s'appelle Cinéma et littérature arabe, ou littérature et cinéma au pluriel arabe, je rappelle que les bons films ont toujours été alimentés par des auteurs ou par des adaptations. Harir, ça reste quand même une référence aujourd'hui, absolue. Donc, je dis aux cinéastes il y a également la trilogie nordique, dont on parle rarement, exactement. En ce qui concerne Mohamed Dib. Non, mais dans l'écriture des scénarios, l'adaptation des œuvres littéraires, qui est insuffisante en Algérie, cinéma et littérature. On voit que les grands films, derrière eux, il y a des auteurs, il y a des écrits littéraires. Les Ben Haddouga, voilà, les Djabal, les Pharaon et tant d'autres. Mamri. Exactement, Mamri, pour ne citer que ces quatre-là, parce qu'ils sont tellement nombreux. Je le rappelle, Abdelkrim Tazarout, vous êtes journaliste, écrivain, animateur radio, donc justement, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, des biographies de chanteurs algériens et de plusieurs essais sur le cinéma algérien, dont Cinéma algérien et guerre de libération nationale, l'image du héros. Effacé par Exactement ça, qui décortique le cinéma algérien, dédié bien sûr au combat libérateur à travers ses hauts faits et héros, je le rappelle encore une fois, portés à l'écran au lendemain de l'indépendance entre autres. Ahmed Bejaoui, le cinéma algérien, 44 leçons. Je le rappelle encore une fois, comme c'est l'avant-dernier numéro de la saison 2024-2025, un bilan s'impose quant à la production cinématographique algérienne de cette dernière année. Comment aujourd'hui vous l'approchez? Quel serait réellement votre discours vis-à-vis de tout ce qui a été fait ici comme meilleur en ce qui concerne la production nationale? Cela a provoqué un rictus frôlant presque l'infarctus de Abdelkrim Tazarout. C'est un bilan qui est très simple à faire, parce que la production est quasiment proche du nul. Il y a eu une décision désastreuse qui a été prise il y a quelques années, il y a 3 ans je crois,
d'arrêter le fonds d'aide au cinéma, Oui. et qui a provoqué donc l'assèchement des aides. Vous en parliez déjà en septembre 2016, justement, lorsque vous intervenez dans un journal, Liberté pour ne pas le citer. Vous parliez bien sûr du gel des fonds du FTATIC, hein, également sur la censure d'un documentaire, votre offre de Faisal Hammoum à un moment donné. Oui. Et donc, le cinéma algérien aujourd'hui est dépendant de l'aide de l'État. Oui. Auparavant, dans les années 60, 70, 80, le cinéma générait des recettes, et ces recettes étaient suffisantes pour produire tous les films qui ont été faits jusqu'à la fin des années 80. Oui. Ça veut dire que le cinéma se finançait tout seul. Après, là, avec la fermeture des salles, l'État a repris le relais. Et depuis quelques années, ça s'est arrêté. Et lorsqu'on nous dit qu'il faut aller vers les banques ou vers les privés, c'est un mensonge. Personne ne prête. Vous allez hypothéquer votre maison pour un film qui n'a aucune chance de rapporter un sou? Il faut arrêter de mentir, de se mentir. Se mentir à soi, c'est encore pire que de mentir aux autres. Donc aujourd'hui, il y a quelques films qui se font. Ils se font malheureusement souvent grâce à des fonds étrangers. C'est-à-dire que nous livrons nos cinéastes, nos cinéastes les plus doués, Oui. comme Moussaoui, etc., aux producteurs étrangers. Et à ce moment-là, on ne peut plus contrôler ni le contenu, ni l'orientation, et donc c'est l'étranger qui est en train de produire des films algériens. Parce que quand on finance, vous voulez dire qu'il y a des orientations de la part du Forcément, financement. Il conditionne réellement l'orientation du film. Celui qui commande le menu, c'est celui qui paye. Donc, Déjà au niveau de la langue. Ouais. voilà. Déjà, il vous demande d'avoir 50% de français lorsque vous avez des aides françaises. Kateb Yassine parlait d'une troisième langue théâtrale. Quelle serait aujourd'hui réellement la langue dans le cinéma, Ahmed Bejaoui? L'algérien. Oui, la Darja. L'algérien. Oui. Moi, je refuse la Darja, je refuse... C'est quoi cette langue algérienne? La langue que nous C'est un mélange de plusieurs langues. Non, c'est une tout langue ce qu'on a très eu, propre. Oui. Je prends comme exemple, par exemple, combien je vous aime de Medour que j'ai produit. Oui. Aloula et son collègue du théâtre. Du théâtre, que je ne me souviens plus de son nom, ils ont écrit pendant 1 an, ils ont élaboré une langue du commentaire qui était un arabe extraordinaire. Je l'appelle l'algérien. Pourquoi est-ce qu'on dit le Masri, l'égyptien, et on ne dit pas l'algérien? Pourquoi ce complexe? Et cette langue-là, elle est la langue du théâtre, elle est la langue du cinéma. Et il est tout à fait naturel de voir, par exemple, dans Bouamema aussi, lorsque j'ai produit, on a fait un gros effort pour soigner la langue, qu'elle soit à la fois populaire et en même temps accessible. C'est-à-dire, la règle d'or, c'était lorsque M. Bessayh écrivait, il fallait que tous les mots aient des racines arabes classiques, mais dans l'algérien. Donc voilà, moi je pense que le cinéma algérien, la grande contribution du cinéma algérien, ça a été de développer une langue qui s'appelle l'algérien. Vous parliez à l'instant de Boualem Bessaïr, bien sûr, un grand nom, pas seulement dans la politique, mais également dans la littérature. Vous permettez de revenir, bien sûr, sur un de ces ouvrages de l'imam Shamil à l'Imam Abdelkader, cette correspondance, bien sûr, entre les deux leaders, et qui, justement, rêvait que d'une seule chose, la réalisation d'un film entièrement consacré au premier fondateur de l'État algérien. On en est où aujourd'hui en 2025, Ahmed Bejaoui? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il rit Abdelkrim Tazarou depuis tout à l'heure. J'aimerais savoir. Oui. J'aimerais savoir parce que depuis... Vous avez travaillé sur il y a là-dedans un chapitre dans ce livre sur l'émir et qui s'appelle « Qui a peur de l'émir ?» Oui. Ça veut dire que depuis 65, il y a eu un premier scénario de Serge Michel qui s'appelait Le Faucon Blanc. Oui. Et depuis 1965, nous sommes exactement 60 ans après, on a eu 3 ou 4 tentatives avortées. Alors, qui a peur de l'émir? Encore aujourd'hui, hein. Abdelkrim Tazarou. Oui, mais ça commence vraiment à devenir à la limite ridicule. Il y a quelques années, on aurait proposé à Oliver Stone de réaliser un film, une superproduction sur l'Émir Abdelkader, qui l'aurait refusé en disant ces termes-là, c'est à vous d'écrire votre histoire. Exactement. Oliver Stone est venu dans la 2e édition, c'est moi qui l'ai invité. Oui. Dans la 2e édition du Festival du film engagé. Il a fait une conférence de presse à la salle Ibn Zeydoun. Tout à fait. Et un journaliste lui a posé la question,
est-ce que vous êtes venu pour produire un film sur l'émir Abdelkader? On dit que c'est ceci, cela. Il a dit, mais pas du tout, je suis venu pour le festival, parce que c'est un festival engagé, je suis un homme engagé, un cinéaste engagé, et je suis fier d'être venu. Il a payé son billet d'avion d'ailleurs pour venir, pour vous dire à quel point il était engagé. Mais s'agissant du film sur l'émir Abdelkader, je connais très bien son histoire, je suis un grand admirateur de l'émir, mais c'est aux Algériens de le faire. C'est un sujet algérien qui appartient aux Algériens. Et moi, je suis toujours proche de cette idée que ce projet doit garder une ADN algérienne. Et on a essayé avec des Américains, on a essayé, mais on risque de perdre notre âme dans ces dédales. Je pense qu'il y a des Algériens qui sont capables de le faire. Et ensuite, il y a qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là depuis pratiquement une trentaine d'années que nous en parlons, Ahmed Bejaoui? La réalisation du... Oui, à peu près 35-40 ans. Who is afraid of the emir? Oui, alors qui a peur de l'émir? C'est peut-être l'un de vos prochains ouvrages, Ahmed Bejaoui. Ça commence sérieusement, ça commence à agacer ceux qui suivent un peu ce film. Ça devient agaçant. Bon, Ahmed Bejaoui est mieux placé parce qu'il a accompagné des projets qui allaient aboutir, hein, notamment avec Rachid Bouchareb. Si on était un peu plus patient, Ahmed Bouchareb aurait pu le faire. 84 déjà, il y avait un scénario de Bessaïa. C'est autant d'occasions ratées, et à la longue maintenant tout le monde a peur de Et comment approcher l'émir Abdelkader? C'est une question première. Comment l'approcher? Le rendu de ce scénario entièrement consacré bien sûr à l'un des fondateurs du premier État algérien moderne. À mon avis, il faut commencer par voir ce qui se fait dans le monde. Pardon, c'est pas un fondateur, c'est le rénovateur de l'État algérien, parce que l'État algérien existait. Oui, tout à fait. Oui. Alors, précision de taille. Oui, c'est voir ce qui se fait dans le monde. Un personnage tel que de la stature de l'émir, il peut avoir plusieurs films. D'abord, désacraliser un peu. Attention, si on le rate, on est foutu, on est mort. Non. Il y a 80 films sur Napoléon. Voilà. Minimum. Donc on peut faire un film, et si quelqu'un pense qu'il peut faire mieux, il peut faire un autre film. Parce que cette tautologie nous a complètement paralysés. C'est ça. Parce que le personnage, il est multiple. Vous avez vu, vous avez cité l'ouvrage de Bessaïa. J'en connais au moins une quinzaine d'ouvrages sur l'émir. Il y a le poète, il y a le chef d'État, il y a le guerrier, le philosophe, etc. Donc, bon, le choix revient après aux cinéastes et non pas aux experts, comme j'ai lu dans la presse, les experts qui chapeautent une commission, etc. C'est quoi encore cette histoire? Moi, le peu que je connais du cinéma, j'ai pas vu. Il y a des conseillers en histoire, etc. D'accord? Mais ils conseillent, le scénario est déjà prêt, il y a des conseillers. Mais des experts qui déjà établissent des préalables, j'ai bien peur pour ce projet. Ouais. Il y a un texte magnifique, très détaillé de Boualem Bessaïa qui peut servir de base. C'est bien sûr, c'est pas un scénario, mais c'est un texte à adapter. Mais il contient tous les éléments pour qu'un scénariste se détache de cela et écrive un scénario. Et il y a des Algériens qui sont... C'est pourquoi aller chercher un réalisateur étranger qui n'a pas été oscarisé quand on a des cinéastes algériens oscarisés. Donc, si on peut nous amener quelqu'un de mieux que les Algériens, tant mieux, mais en attendant. En début d'émission, j'avais parlé justement du bilan des productions cinématographiques pour l'année 2024-2025. Lors de son dernier discours, le président de la République a donné ordre de faciliter donc justement et d'ouvrir les portes à tous ceux qui ont réellement un projet qui défendrait justement l'histoire de l'Algérie, mais également décrypter la société algérienne d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un discours qui a été les derniers films compris, et surtout, est-ce que les facilités ont eu lieu depuis quelques mois déjà? Le président de la République a nettement exprimé une volonté politique. Oui, il a même ordonné. Maintenant, cette volonté politique, il faut des gens pour l'appliquer, pour la mettre en pratique. Alors,
Et c'est vrai que les cinéastes algériens, les derniers films des cinéastes algériens, comme par exemple celui de Chekib Taleb Ben Diab, ou bien le film de Moussaoui, le film de Sidi Boumediene, le film également de Lotfi Bouchouchi, La Gare, etc., ont montré que les talents étaient intacts. Il y a un gisement énorme de talents qui attendent des financements. Il y a à peu près une centaine de films aujourd'hui qui sont dans l'attente d'un financement. Mais cette jeune génération est dans l'obligation d'aller ailleurs pour financer ses productions. Hein. Alors, malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, la réponse... Est-ce que l'identité réellement y est présente, ou est-ce que, comme... Pardon, non, elle reste présente parce que c'est profondément algérien, ce sont des sujets totalement algériens, ils ne peuvent pas se séparer. Je vois par exemple même des gens comme Rachid Bouchelou qui sont nés en France, même ceux qui sont nés en France, ils n'arrivent pas à se détacher de cette quête d'identité. Ouais. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est de restaurer. Je sais qu'il y a au ministère de la Culture des gens qui travaillent à la restauration du fonds d'aide au cinéma. Mais ça demande... La dissolution a été un désastre parce que c'est facile de détruire. Le problème, c'est qu'après, il y a des procédures très longues pour remettre en selle un système, un mécanisme d'aide parce qu'il dépend de plusieurs ministères qu'il faut consulter et tout. Donc, en attendant, le cinéma algérien est pratiquement inexistant. Il est à l'arrêt actuellement. Il est à l'arrêt et on espère que dans les prochains mois, dans la prochaine année, qu'il y ait quelque chose qui démarre, quoi. On va revenir, si vous le permettez, Ahmed Bejaoui, sur un de vos ouvrages, Cinéma et guerre de libération, Algérie des batailles d'images, paru aux éditions Chihem. Vous écrivez, je vous cite, plus de 70 ans après son déclenchement, la guerre de libération continue de produire des représentations divergentes et plus ou moins personnelles. On aurait pu penser que cette longue période écoulée depuis le 1er novembre 1954 allait nous imposer une attitude de recul par rapport aux événements qui ont si dramatiquement marqué les rapports entre l'Algérie et la France. Or, il n'en est rien. En Algérie, l'immense majorité de la population est née après l'indépendance. De l'autre côté de la Méditerranée, les cadres de l'armée française sont presque tous disparus. À cet égard, la mort du général Ossarès, qui a incarné les méthodes de répression les plus brutales, a souligné le réveil des mémoires. Jamais depuis le début du conflit, la guerre de libération n'a suscité autant d'ouvrages et de produits audiovisuels dans les deux pays. 3 générations après, la question de la transmission de la mémoire et de sa prise en charge se pose aujourd'hui avec acuité. Tant les témoins et les acteurs étaient vivants, il ne semblait pas urgent d'interroger l'histoire. Avec la fin des générations, la guerre, l'urgence refait surface. Vous voyez, ça a été écrit il y a 11 ans. Tout à fait. Et aujourd'hui, on en est où aujourd'hui? On a l'impression que c'est écrit hier. Hier, voilà, parce que cette actualité, il y a des plus brûlante que jamais. Plus brûlante que jamais, et il y a des constances. Il y a des courants constants qu'on ne peut pas détourner. Donc aujourd'hui, certains pensent que les jeunes ne traitent pas de la guerre de libération. Or, et pourtant, on voit quand même qu'il y a le puits de Lotfi Bouchouchi qui est vraiment un des chefs-d'œuvre sur la guerre de libération. Et on voit Zahir, Héliopolis, il y a Reconnaissance, etc. Il y a des biopics. Peut-être que on s'est un peu égaré avec les biopics. Il faut peut-être revenir à une vision. Il y avait 2 visions, je décris dans ce truc, 2 visions. Une vision, c'est un seul héros, le peuple, et ensuite les héros symboliques. Peut-être que la solution est entre les deux, parce que c'est une guerre de résistance populaire, et il y avait certes des dirigeants, mais c'est le peuple, 15% de la population qui est partie. Donc peut-être qu'il faut revenir à... Et les jeunes sont en train de revenir à cela. Est-ce que l'histoire a réellement échappé aux historiens, Ahmed Bejaoui? Non, parce qu'il continue à écrire. Parce que je vous cite la page 23. Dans un de ses ouvrages, Fouad Soufi estime que le réalisateur se passe de l'avis des historiens. Le jugement est cependant sévère pour la télévision nationale, puisque, comme indiqué plus haut, des historiens algériens comme Djilali Sarr et Boualem Boussaya, dont vous avez parlé il y a seulement quelques minutes, ont été associés à l'écriture des textes sur la période marquée par les dépossessions et les révoltes populaires. Tout à fait. Moi, je suis partisan pour tous les films historiques d'associer des historiens. Que ce soit pour l'écriture du scénario ou comme conseiller, comme c'était le cas de Djilali Sarr pour Beni Handel, qui a beaucoup aidé parce que la question de la dépossession, elle est au cœur des résistances, elle est au cœur de la source des résistances. Donc, je dis à la fin, le dernier chapitre, c'est
les historiens contre les cinéastes. Et en réalité, je dis simplement que le cinéma, même s'il traite de la guerre de libération, n'est pas là pour écrire l'histoire. Il témoigne sur l'histoire. Et on oublie que le cinéma, c'est de la fiction. Lorsqu'on fait de la fiction, c'est l'auteur. Nous sommes dans le domaine de tous les possibles. Nous sommes dans le domaine de tous les possibles, mais on s'inspire de la réalité. Et parfois, il y a des scènes, je ne sais plus lequel des films qui était, le film algérien, qui racontait la guerre de libération. Par exemple, Héliopolis. Tiens, Héliopolis, c'est une histoire purement fictionnelle. Oui. L'histoire de ce caddie, de ce type qui sert la France et qui perd son fils, etc. Mais quand on sort de le cinéma, le rôle du cinéma, c'est qu'on a l'impression de comprendre ce qui s'est passé en mai 45. C'est ça l'important. Or, l'historien, lui, il établit des faits avérés et il les contrôle 3 fois. Ce n'est pas le rôle du cinéma d'écrire l'histoire. Nous sommes allés dans un errement, comme ça, dans des errements qui ont fait que on dit on va faire des films pour écrire l'histoire. Non, les cinéastes vont témoigner sur l'histoire et donner aux jeunes une impression de l'histoire. Par contre, les historiens vont travailler sur des documents réels et les établir, les contester parfois, jusqu'à revenir à approcher de la vérité. Vous nous citez entre autres... Indirectement, vous contestez le fait que tout ce qui concerne le film de la guerre de libération, on doit absolument avoir l'aval du ministère des Moudjahidines. Non, si ce sont des historiens du ministère des Moudjahidines, des historiens qui peuvent donner leur avis sur des faits historiques et ensuite laisser le réalisateur s'inspirer de cela et travailler la fiction à ses règles. La fiction, on peut des fois... moi, je dis toujours que la fiction est plus forte que le documentaire. Quelquefois, encore une fois, Héliopolis l'a prouvé, quelquefois on invente un personnage qui n'a jamais existé dans l'histoire, mais qui va donner vraiment une impression très forte. Donc, je crois que c'est ça qu'on n'a pas compris, c'est que la fiction n'est pas l'histoire. Et qu'on laisse les gens non pas falsifier l'histoire. Le rôle des Moudjahidines, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ne falsifie pas l'histoire. Dans sa grande ligne. Par contre, je pense aussi que le ministère de la Culture pouvait se charger. Voilà, le ministère de la Culture est souverain, c'est un ministère d'État. Et si nous remontions le cours de l'histoire, justement à 14h41 ici au Café de la Troie, pour revenir encore une fois à votre ouvrage avant d'aborder, parce que vous êtes avec nous jusqu'à 16h, votre actualité, Ahmed Bejaoui, le cinéma algérien en 44 leçons, je le rappelle aux éditions Méziani Mohamed Walid. Donc je vous disais, si nous remontions le cours de l'histoire, vous dites que d'autres cinéastes algériens ont commencé à remonter le cours de l'histoire en se penchant sur des épisodes de la résistance vécue par des générations qui nous ont précédés. Depuis sa libération, le pays attend un film qui puisse raconter la résistance au cours des dernières décennies qui ont suivi l'invasion française. Au cours des 50 années écoulées depuis l'indépendance, beaucoup de projets sur l'émir Abdelkader ont été élaborés, aucun n'a encore vu le jour. Fort heureusement, plusieurs documentaires plus ou moins réussis ont été consacré à celui que beaucoup considèrent comme le fondateur de l'État algérien après l'occupation ottomane. Donc le film, on l'attend toujours. Et les documentaires dans tout ça Il y a eu de beaux documentaires. Entre-temps, il y a eu un très beau documentaire de notre ami Salim Brahimi, de 2 heures, un très beau documentaire sur la vie et le parcours de l'émir Abdelkader. Il y a eu d'autres documentaires qui ont été réalisés par la télévision algérienne, qui ont leur mérite. Je vais vous dire, pour moi, le film que je méprise, c'est celui qui n'a pas été fait. Par contre, il a le mérite d'exister. Il a le mérite d'exister. C'est comme si on était en train de combler un vide énorme, un fossé abyssimal. Donc, il est important de s'exprimer. Et moi, je respecte toujours ce qui... Avant de dire, de trouver les défauts, j'essaye de trouver les qualités parce que nous sommes là, nous en sommes là. Et donc, il y a eu énormément de choses qui ont été réalisées sur l'émir Abdelkader. Ayadi a fait un documentaire sur la déportation. Bien sûr, il a fait plusieurs documentaires qui ont une relation avec l'émir. Il y a un nouveau film de documentaire fiction qui va sortir. Et semble-t-il, il va être... Aux États-Unis. C'est un jeune Algérien. Non, qui vit aux États-Unis, mais qui l'a fait, il a fait là.
et qui va sortir au Festival de Annaba en fin septembre. Donc il y a des choses qui se sont faites. Maintenant, c'est vrai que la fiction, ouais, regardez par exemple le mai 45, je dis aussi dans cet ouvrage que mai 45, on a mis, on a attendu 2018 pour avoir Héliopolis. Et vous citez bien sûr Kateb Yassine dans cet ouvrage. Oui. Kateb Yassine qui parle du 8 mai 45 dans le cinéma et l'audiovisuel. Vous reprenez ce qu'il avait, une phrase qui nous a tous marqués, hein, bien sûr. Phrase magnifique. Exactement, il dit « Je suis né d'une mère folle, très géniale. Elle était généreuse, simple et des perles coulaient de ses lèvres. Je les ai recueillies sans savoir leur valeur. Après le massacre du 8 mai 45, je l'ai vue devenir folle. Elle, la source de tout, elle se jetait dans le feu partout où il y avait du feu. » Alors ça, c'est un scénario. C'est terrible. Un scénario en lui-même. Oui, c'est terrible. Et la folie, on revient au film de Khadr Hamina, La Chronique des années de Brest. Miloud, il nous a quitté un réalisateur, un monstre sacré qui nous a quitté il y a quelques semaines. Miloud incarne cette folie qui a été créée par le colonialisme. Il faut être fou pour dire les vérités. Il faut avoir perdu la raison qui est reconnue par la société. Et donc voilà, effectivement, Kateb Yassine a alerté très tôt sur l'importance du 8 mai 45 parce que c'est le déclenchement. L'intérêt de ce film, La Chronique des années de Brest, c'est que c'était le premier qui faisait un lien entre les mouvements, d'abord la dépossession, les maladies, les conditions de vie des Algériens, qui à un moment donné n'avaient plus rien à perdre parce que leur vie ne méritait pas d'être vécue, ils n'avaient plus rien à donner que leur vie pour libérer le pays et pour retrouver leur dignité. Ils racontent l'histoire du mouvement national comme la source qui a mené vers mai 45, puis vers le 1er novembre. Et le film se termine le 11 novembre, d'ailleurs il ne se termine pas le 1er novembre, parce qu'il se termine avec les Européens qui chantent encore Maréchal, nous voilà, pour montrer que ce sont des fascistes qui n'avaient pas envie de vivre avec les Algériens. Déjà dans ce film, il donne une espèce un signal montrant que un jour, la libération va se faire sans cette population qui n'a pas envie de vivre en Algérie, de rester, contrairement aux Sud-Africains qui ont accepté de passer sur leurs défauts, leurs outrances, etc., pour accepter de vivre avec la population africaine. Vu les relations passionnelles aujourd'hui entre l'Algérie et la France, Ahmed Bejaoui, sommes-nous réellement dans ce qu'on pourrait appeler le réveil des mémoires ? Oui, c'est le réveil des mémoires, parce que je pense qu'à un moment donné, on a pensé que tout cela faisait partie du passé, mais comme disait Churchill, les peuples qui oublient leur histoire sont condamnés à la revivre. Ouais. Et nous sommes en train de revivre. Vous me renvoyez vers une des réalisations de René Vauthier, Déjà le sang de mai, Ensemencé novembre. Exact. Ça a marqué encore une fois toute une génération. Il se basait sur la phrase de Kateb Yassine. Oui, exactement. C'est ce film qui n'est pas un film achevé, hein. C'est un petit montage d'images, etc., qu'il a réalisé. Mais qui partait de la phrase de Kateb Yassine. Parlons des femmes, Ahmed Bejaoui. Vous dites à la page 120 de votre ouvrage, je le rappelle, Cinéma et guerre de libération, Algérie des batailles d'images. Vous écrivez, malgré l'absence d'infrastructures commerciales et industrielles, le cinéma algérien s'est renouvelé en qualité et s'est rajeuni en découvrant de vrais talents. Les thèmes se sont élargis et les cinéastes semblent aujourd'hui plus enclins à renvoyer une image personnelle ou subliminale de la société algérienne avec ses insuffisances et ses doutes. Le cinéma algérien, c'est aussi, vous dites, féminisé. Mais il faudra attendre encore quelques années pour voir se confirmer les talents parmi les plus jeunes des cinéastes actuellement lancés dans le bain de la production. Des noms à nous donner de ce cinéma qui s'est réellement féminisé, qui a cassé peut-être plus de tabous que ce cinéma, entre parenthèses, masculin. Il y a Mina Chouir qui réalise, un chef-d'œuvre avec Rachida. Tout à fait. Mounia Meddour qui réalise Papicha. Sofia Djama qui réalise Les Bienheureux.
il y a énormément de femmes qui se sont affirmées. Moi, je suis fier d'avoir produit la première femme. Arraché leur liberté. Exactement. La femme, elle passe de la femme objet à la femme sujet. Donc, quand on me dit le cinéma algérien était bien avant, parce que souvent dans les interviews, on dit bien avant, maintenant c'est bien. Avant, c'était un cinéma féministe ou masculin. Maintenant, ce sont les femmes qui parlent des femmes. Ouais. Et il y a, un équilibre entre... des femmes libres et libérées Libres, de toute absolument. contrainte, qu'elles soient politiques ou religieuses. Absolument. Et donc, moi, je suis fier d'avoir produit la première femme cinéaste, c'était Assia Djepa. Tout à fait. Les 2 films d'Assia Djepa. Dont vous parlez dans votre ouvrage. En 78, à partir de 77-78. Et ensuite, il y a eu d'autres femmes qui sont arrivées. C'est toute une bataille. Bien sûr. La produire. Et oui. elle a fait face à un environnement À l'époque, c'était très pas hostile. facile. C'était pas facile. On a fait face tous ensemble à des feux croisés, à des oppositions. Les cinéastes étaient féministes, mais ils disaient pourquoi Assia Djebar fait des films. Bon, alors, c'était Déjà qu'elle est romancière, écrivaine de talent. Il est la déjà légitimité. il est déjà 14h49 minutes sur les ondes d'Alger 3 au Café de la 3 pour cet avant-dernier numéro de la saison 2024 et 2025. Et vous nous parlez également de cet ouvrage d'un thème qui m'est réellement cher, c'est l'enfance et la guerre. Vous nous parlez de ce traumatisme et également de cette innocence. Est-ce que le cinéma est réellement arrivé aujourd'hui à penser ces blessures? Parce que France Fanon disait en ces termes-là, il y a des enfants et des enfants à garnir de sourire. Ouais, tout à fait. On en est où aujourd'hui? Vous savez, le cinéma algérien, il a commencé à se pencher sur les traumatismes subis par la société et qui sont incarnés par les enfants. Les adultes arrivent à surmonter parce qu'il y a l'instinct de conservation, de pouvoir amener le panier à la maison, etc. Mais l'enfant, il n'a rien d'autre à faire que de subir son passé. Et donc, de génération en génération, maintenant, nous avons 2 traumas. La trilogie de Dib l'a tellement bien... bien sûr, avec le métier à tisser, la grande bien maison, sûr, le l'incendie, personnage central de ce Tout à gamin, de Omar, etc., qui incarne tout. Et ensuite, aujourd'hui, nous avons le traumatisme avec... avec une si jeune paix, ça a commencé. Le premier film algérien a traité des enfants qui avaient été orphelins, des enfants de martyrs, qui sont regroupés dans des camps et qui jouent à l'OAS et au FLN, etc., à travers le football. Ensuite, malheureusement, nous avons maintenant 2 traumatismes chez les enfants. C'est le traumatisme de la guerre de libération et le traumatisme des années 90. Tout à fait. Les années 90. Il faut quand même tenir compte que la société algérienne et l'enfance algérienne aujourd'hui subit ces 2 traumatismes et qu'elle doit trouver des solutions Quand on pour ouvrait les surmonter. journaux avec des massacres Bien sûr. dans le journal 20h. Quand vous êtes né dans cette période-là, vous traînez ça tout le temps. On le voit dans des films comme Les Bienheureux de Sofia Jamal. Elle décrit très bien cela. C'est fort. Il y a des gens qui ont assisté à l'assassinat de leur enseignant. Donc des enfants De leurs parents même. De leurs parents. C'est un traumatisme. Et l'autre film algérien, c'est L'Enfer à 10 ans. C'est qui est donc c'est focalisé sur la guerre de libération et le trauma des enfants. C'est un très beau film collectif. D'ailleurs, c'est une expérience qu'on devrait renouveler. Dans votre avant-propos, vous dites, Ahmed Bedjaoui, depuis sa naissance, avant même l'indépendance, le cinéma algérien a produit en 65 ans plusieurs centaines de films. C'est à la fois beaucoup en termes de qualité et peu en quantité. En effet, si la moyenne annuelle reste relativement faible, l'exigence de qualité a toujours constitué, pour l'ensemble des cinéastes, toutes générations confondues, un impératif qui a caractérisé leurs travaux. Au début de son histoire, l'impact de la guerre de libération fut tel qu'il a réussi à parfois occulter dans l'esprit des Algériens une partie importante de la longue résistance populaire qui a mené bien sûr à novembre 54. En effet, pour beaucoup de nos concitoyens, le cinéma algérien est né au cœur du combat pour l'indépendance, dans les maquis avec des pionniers comme Jamal El-Din Chendelli ou René Vautier. On va revenir sur les grands événements qu'a organisé l'Algérie au début des années 2000, l'année de l'Algérie en France, Alger capitale de la culture arabe. Où sont réellement aujourd'hui ces productions cinématographiques qui ont été réellement, où on a injecté, si vous me permettez l'expression, énormément de moyens quant à la production et quant donc justement à la réalisation. Comment peut-on réellement considérer ces films-là pendant ces grands événements culturels qu'a organisé l'Algérie? Ça, c'est ma première question. Et où sont ces films aujourd'hui? Alors, pour ma part,
donner ma part de réponse ensuite. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. La première manifestation, ça a été Alger, capitale de l'année d'Algérie en France, culture. en 2003, je crois. L'année algérienne en France n'a pas donné lieu à des productions à l'époque. Elle a donné lieu à une visibilité du cinéma algérien. Alors que nous sortions d'une décennie terrible. Hein. Exactement. Ouais. Ça a permis de sortir, de tirer à l'époque, il n'y avait pas encore le DCP, c'était encore le film en 35 mm. Tout à fait. Donc, ça a permis d'exhumer les négatifs qui étaient stockés dans les laboratoires étrangers et de sortir 3 copies de chaque film algérien, de les montrer. Ensuite, ces films ont été diffusés en Algérie. Ça a été le côté positif, c'est-à-dire de faire le bilan de tout ce que l'Algérie avait produit avant les années 2000, avant le millénium. Mais vraiment, le point de départ de la production algérienne, de la renaissance, c'était Alger, capitale arabe, de la culture arabe, en 2007. Ça nous a donné des films magnifiques, comme par exemple La Maison Jaune, comme d'abord on a récupéré énormément de gens de la diaspora, notre diaspora à l'étranger, les Mascarades par exemple, beaucoup de films, comme par exemple, il y a un film également sublime, et qui n'a pas été diffusé parce que le producteur bloque le négatif, c'est Malwatni de Fatima Belhadj, qui est un film sorti en 2007. Hein. 2007. Ouais. Tous ces films, il y a eu toute une génération de films. Ensuite, on a eu des films, des grands films comme Hors la loi, etc. Donc, on a eu à cette époque-là une flambée de la production cinématographique de qualité, de très haute qualité. Et ça a inspiré beaucoup de jeunes. Ensuite, on a vu des jeunes comme Farhani, par exemple, reprendre le relais avec Rond-Point, etc. Et ce que je disais au début et que je redis à la fin, c'est l'exigence de qualité. C'est-à-dire que c'est un cinéma du peu, mais du bien. La quantité n'est pas là. On espère que avec le retour du public, enfin le retour des salles vers le public, parce que c'est pas le public qui a quitté les salles, c'est les salles, je crois, qui ont quitté le public. Tout à fait. Et on accuse le public. Comment reconquérir aujourd'hui ce même public qui a faim et qui a soif de par une volonté son politique, cinéma par une volonté politique réelle et pas par des mots simplement, de construire des multiplexes. Il y en a 2 qui ont montré que ça fonctionnait bien, à Cheraga et à Sénia Oran. Il faut construire une centaine de multiplexes à travers le pays. Il faut obliger les supermarchés, lorsqu'ils se construisent, de construire des multiplexes à l'intérieur parce qu'ils profitent des espaces de parking, de restauration, etc. On a vu l'exemple espagnol. Les Espagnols ont édicté une loi obligeant tout supermarché qui se construit de construire au moins un multiplex. Et ça a marché, ça a fait un boom dans la production cinématographique, dans la distribution d'abord. Ensuite, évidemment, lorsque vous avez plein de salles, les gens vont au cinéma, ça finance le cinéma. Tout à fait. Et le cinéma espagnol, aujourd'hui, il est très vivace. Donc c'est ça, la solution, elle est là. Il faut créer des facilités par les impôts, en allégeant les impôts ou en supprimant les impôts pendant 10 ans à tous ceux qui veulent construire des multiplexes, en leur donnant des assiettes de terrain. Et il y a suffisamment d'argent aujourd'hui. Si les gens trouvent attractif de mettre leur argent dans la construction de multiplex, eh bien on y arrivera. Voilà. La solution, c'est que... L'argent, vous le savez aussi bien que moi, c'est le nerf de la guerre. Quand on parle de production, donc justement, je vous cite dans une interview, Ahmed Bejaoui, auteur et critique de cinéma, je le rappelle, au journal La Liberté, vous disiez l'image de l'Algérie ne se négocie pas. Et parlant donc justement de financement et de fonds pour la production, mais également pour les réalisations, vous dites il faut arrêter avec ça, avec ce fantasme de cinéma hollywoodien et revenir à des coûts qui permettent à des jeunes de faire des films, parce que le talent n'est pas forcément tributaire du montant du budget. On a vu, bien sûr, on a vu ça dans le film Tahia et Didou, mais du coup nous sommes dans les années 70. Les situations ont complètement changé, non? Mais non, mais c'est vrai que entre-temps, entre le moment où j'ai donné cette interview et aujourd'hui, c'est pas qu'on m'a écouté, mais réellement... Si on vous écoute, on vous écoute souvent. Vous êtes beaucoup de films se sont faits avec des petits budgets. Par exemple, quelqu'un comme Alouesh,
ce sont des films, des budgets de 50 millions de dinars. C'est effectivement, le talent n'est pas tributaire du budget. Est-ce que la qualité est là? La qualité, elle existe. D'accord. La qualité, elle est toujours permanente. Non, je faisais référence à Mazak Alouesh. Oui, Je faisais référence à Mazak non, Alouesh. la qualité, elle est là. Il y a d'excellents films qu'il a réalisés. Il y a toujours... Je parle de ses dernières productions. Ses dernières productions. C'est l'un des également. rares réalisateurs à continuer justement à produire, à 44 filmer. longs métrages, 44 Vous vous rendez compte, hein? C'est quand même un cinéaste qui a construit une carrière. Et sur la qualité, bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais dans le lot, il y a des chefs-d'œuvre, il y a des... Mais en tout cas, ce qu'il a de remarquable, c'est qu'il dresse un miroir devant la société algérienne et que depuis Omar Guetletou, on voit à travers tous les films qui viennent l'évolution de cette société. Le dernier film que j'ai vu à Saïda pendant le festival, qui était en première ligne, ça veut dire c'est sur une plage, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. Les loisirs, les problèmes, ce ne sont plus des problèmes de survie ou même de guerre des sexes, comme c'était le cas à l'époque de Omar Guetletou, mais simplement de confrontation, de survie, de qualité de vie, d'inquiétude, d'espoir et de désespoir. Et de vouloir rire, et de vouloir... Abdelkarim Tazaroud, j'aimerais bien avoir votre avis justement sur la dernière réalisation de... Je reviens sur deux éléments d'abord. La première, c'est par rapport aux manifestations que l'Algérie a organisées pendant ces 20 dernières années. Ce sont des moments très importants. Moi, je me rappellerai avoir une fois demandé à Mounes Khamar, je ne vous connais pas, qui es-tu? Il m'a dit, je suis l'enfant d'Algérie, capitale arabe. De la culture arabe. La culture arabe. C'est cette manifestation qui m'a donné l'occasion de faire du cinéma. Ouais. Il n'est pas le seul. C'est un tournant, il n'est pas le seul. Et j'ai fait partie d'une commission pour Tlemcen Capital. Il y a eu énormément de gens qui ont fait donc de cinéma, qui ont fait des documentaires et des films, qui ont eu l'occasion pour la première fois de faire des films et des documentaires comme des courts-métrages. C'est vraiment important et on aurait aimé que ça existe encore pour financer ce type de manifestation, pas uniquement pour le cinéma, mais à travers la deuxième, la culture. La deuxième, c'est par rapport à la relation le public et le cinéma et les salles de cinéma. À un certain moment, je pensais que c'était vraiment perdu, paraît perdu. Sauf que j'ai mon ami Anis Jahad qui revient du festival de Saïda, il m'a dit les salles sont pleines pour n'importe quelle projection, les courts, les longs métrages, la salle comble. La société a besoin de son cinéma, sa culture. Et là, ça fait des débats très intéressants. Ouais. Donc, il y a un besoin, il y a une demande. Et là, il y a 3 jours, j'ai été en famille à Chiraga, donc le fameux, j'ai même filmé. Multiplex. J'étais impressionné. Il y a un monde fou pour le dernier film d'Alouesh, il y a un monde fou. Pourtant, la place n'est pas donnée. Ouais. Mais les gens viennent, achètent, parce qu'il y a un environnement. Et puis une bonne condition de projection. C'est ça, qui bonne condition tranche avec la télé. Ce sont des salles que vous voyez, c'est du Dolby, c'est de n'importe quelle capitale européenne. Il y a le confort, il y a un film, il y a d'abord... Mais ailleurs, on achète son billet à 15-20 euros, hein. C'est pas donné non plus. Voilà. Hein. Donc il y a un film qui part de nous, donc un film algérien. Ça fait toujours plaisir. Les gens ont ri, les gens ont réagi, les gens étaient contents, étaient contents, tout à fait. Et il y avait déjà la file pour la prochaine séance, c'était quelque chose. Donc l'avenir est au multiplex. Absolument. Imaginons tout simplement. Comme cela se fait partout ailleurs. Il a donné un peu la recette. Si effectivement n'importe quelle salle, centre commercial construise multi-salles, complexe comme ça, 3 salles ou 4 salles. Imaginons qu'au moins dans chaque wilaya, on fasse ça. On doit maintenant chercher combien ça doit coûter. C'est une salle multi. Ça ne doit pas coûter énormément. On devrait pouvoir financer, parce que la relance du cinéma, elle est bien placée pour le dire. Ces 3 segments, on ne peut pas les dissocier. Il y a la production, la distribution et l'exportation.
Ouais. Si un chaînon manque, c'est Mais ça commence avec la d'accord. personne qui paye son billet au guichet. Bien Oui, sûr, bien sûr. mais messieurs, éclairez ma lanterne à 15h20 minutes. S'il y a réellement pas de production, une faiblesse de production dont vous parliez en début d'émission, Ahmed Bejaoui, où va-t-on voir, que va-t-on voir du moins dans ces multiplexes-là? Bon, pour le moment... Vous qui avez parlé, excusez-moi, Ahmed Bejaoui, il y a des années de cela, peut-être une vingtaine ou un peu plus, de la mort programmée du cinéma algérien, annoncée du cinéma algérien. Mais c'est vrai parce que les ingrédients de la déconfiture du cinéma algérien ont commencé dans les années 60. Aujourd'hui, on hérite de cette situation parce que la nationalisation des salles, le fait de les confier aux communes qui n'étaient pas équipées pour les gérer, alors qu'il y avait des Algériens qui géraient ces salles et qui connaissaient leur métier, la monopolisation de la distribution, la nationalisation des entreprises privées comme Casbah Film qui avait fait un travail magnifique à l'époque, tout cela, ça a été des ingrédients létaux, c'est-à-dire de mort annoncée. Et maintenant, on n'arrive plus à... Bon, petit à petit, les salles, parce qu'elles devenaient moins rentables, parce qu'on a introduit, là où il y avait 10 personnes qui géraient la salle, une grande salle, on a introduit 50 personnes, elles sont devenues non rentables, et elles ont fermé petit à petit. Et donc, aujourd'hui, on n'arrive plus à reprendre le fil d'Ariane pour... reconstituer le cercle vertueux qui existait avant avec des professionnels. On a perdu les métiers, Je rappelle qu'à l'époque, lorsque le monopole a été donné à l'ONSIC de la distribution, il y avait 12 distributeurs algériens qui étaient sur la place et qui existaient depuis la période coloniale, qui connaissaient leur métier, qui savaient ce qu'il fallait donner au Donia Z, ce qu'il fallait donner à l'Algérie, ce qu'il fallait donner à tel... Des salles spécialisées. En dehors des distributeurs étrangers qui étaient présents là, nous nous sommes coupés du marché international du cinéma et nous n'intéressons plus personne. Je veux dire que... Même la revue entièrement consacrée au cinéma, initiée par Abdoubé. Pas initiée par Abdoubé, excusez-moi. Elle était initiée par Abdelrahman Rouati, C'est le directeur télévision général de la RTA, et par moi. Et nous avions une politique de production. Moi, je produisais à l'époque, j'étais directeur des services de production. On produisait 13 longs métrages par an de cinéma, en film. Et par conséquent, on avait besoin vous d'une étiez visibilité. par des professionnels. Et on a amené les Mouni Bourrah, Jamal Merdassi, on a réuni tous les grands. On a confié effectivement la rédaction, le secrétariat de rédaction et la direction de la rédaction à Abdoubé, mais c'est l'initiative de la télévision parce que la télévision voulait absolument. À l'époque, la télévision produisait infiniment plus. Je rappelle que quand même, Les Enfants de Novembre, Noua, les films de... Que vous citez dans votre dernier Bien sûr, ça c'est la télévision. Algérien. Nehla, c'est la télévision. Bouamema, c'est la télévision. Donc on a un peu occulté, on parle de secteur cinéma, mais on a occulté tout l'apport de la télé. Et c'est ça l'idée d'Abdelrahman Rouati, qui était un grand directeur général. C'est les deux écrans. Exactement. C'est d'avoir une visibilité sur cette production qui était cette importante. même télévision qui a beaucoup aidé la jeune génération en matière de production, donc justement en ce qui concerne du moins, entre parenthèses, vous me permettez d'insister sur les guillemets, certains courts-métrages. La télévision subventionne et ne diffuse pas. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Ça, c'est un phénomène qui existe dans beaucoup de pays, qui fait que, bon, dans certains pays, il y a des lois qui obligent la télévision à consacrer... Elle finance la télévision, ces jeunes réalisateurs. Et puis après, on voit ça sur Arte et pas sur notre propre télévision. Oui. Nous sommes vraiment dans le questionnement... Pour le moment, ce n'est pas une loi contraignante. Il n'y a pas de loi. Il y a des pays, encore une fois, qui obligent les télévisions à produire, à consacrer un budget, mettons, à mettre 50% du budget de 10 films, par exemple. Ce qui a donné dans certains pays une production. Et après, ils se disent, bon, on a mis de l'argent, mais on n'est pas obligé de le passer parce que... Impassable. Le langage, quelquefois un peu ils ont quand même eu entre les mains les scénarios. Hein. Ils savent très bien de quoi il s'agit. Oui. Alors... Mais entre le scénario et le produit, pose juste des questions. L'image, oui. Non, attendez. Oui. La différence fondamentale entre le cinéma et la télévision. C'est pour ça que quand on a
On a essayé de défendre une vision de la loi sur le cinéma qui était libérale contre des gens conservateurs qui voyaient dans le cinéma que des mots, que des choses négatives, etc. On essayait de leur expliquer. Je leur ai dit, je suis allé au Parlement et je leur ai dit, écoutez messieurs et mesdames, la différence, moi j'ai programmé pendant 20 ans des films qui passaient à la télévision. Je savais que je rentrais dans des foyers. J'étais responsable et lorsque certains films, je disais, je ne peux pas rentrer dans des foyers comme cela, avec un film comme ça. Donc j'essayais de trouver un consensus pour avoir des films éducatifs qui étaient compatibles avec la vie de foyer où vous avez la grand-mère, vous avez le petit, vous avez les grands. Bref. Ils peuvent sortir tout le temps de la salle. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas de télécommande. Hein. Voilà. Ouais. Alors, par contre, le cinéma, je leur expliquais la différence avec la télévision, c'est que le cinéma, il ne s'introduit pas, il ne s'impose pas à vous. Vous avez vos jambes, vous vous déplacez vers la salle. Qui vous impose? Vous n'êtes pas obligé, si le film ne vous plaît pas, ce n'est pas la peine d'y aller. Alors, et un député qui m'a dit, oui, les films algériens montrent les maux de la société, etc. Et ils donnent une image très mauvaise d'Algérie. Je lui ai dit, donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Ouais. Il m'a dit, je ne vois pas les films algériens. Ben alors, de quoi vous parlez? Donc, on a affaire à des gens qui défendent des idées rétrogrades, mais par principe comme cela. Donc, le cinéma, la différence, c'est que vous êtes libre d'aller au cinéma. Et le film est le produit de l'imaginaire d'un cinéaste. Si vous n'aimez pas, vous n'y allez pas. D'ailleurs, de toute façon, il y a des tranches d'âge, interdits au moins de 16 ans, interdits au moins de 12 ans, etc., qui dissuadent. Et vous n'avez pas besoin de... Voilà, c'est tout. Le cinéma, c'est la liberté. Ahmed Bedjaoui, le cinéma algérien, 44 leçons, je le rappelle encore une fois, c'est votre actualité pour cet avant-dernier numéro de Culture Club. Excusez du peu, parce que ça me renvoie vers des années en arrière. Le cinéma algérien, 44 leçons aux éditions Méziane et Mohamed Walid. Pourquoi pas en 50? Pourquoi pas en 60? Pourquoi juste en 44 leçons? Parce que c'est ma liberté. Et blanc pour l'animateur. On m'a dit, non pas pour l'animateur, pour des gens qui m'ont dit pourquoi vous n'avez pas mis tel film. Alors, l'idée de, l'idée de cet ouvrage, c'est de prendre 44 titres de films et autour d'eux, par exemple Omar Gatlatou, ou bien vous le citez souvent, Omar Gatlatou, ou Tahia Didou. Je raconte le contexte. Vous remarquerez qu'il y a une partie contexte et une partie de film, analyse du film. Exactement. Le contexte, c'est les films qui ont été faits autour et quelles étaient les préoccupations politiques, sociales et économiques de la société algérienne à l'époque. Autour de la chronique des années de Brest, c'était comment revenir aux sources du 1er novembre à travers la longue résistance et la longue... forme de chronologie. Ouais. C'était la période des possessions. Voilà. Des films. Omar Gatlatou, c'était une jeunesse qui est née après l'indépendance et qui a d'autres préoccupations. Par exemple, celle d'avoir un appartement. Est-ce qu'ils peuvent se marier? Le problème de cette... Comme un toit, une famille, par exemple. Un toit, une famille. Ouais. Et ensuite... Nehla, c'était l'appartenance au mouvement de résistance palestinien, etc. Donc chaque film qui a été choisi, en fait, il a été choisi en fonction de ce qu'il représentait pour l'époque. Donc c'est une façon de placer un miroir en face de la société algérienne et de dire, en 44 leçons, voilà comment la société algérienne a évolué. L'émir Abdelkader, le film de Salem Brahimi, c'était aussi pour dire, pourquoi on n'a pas fait un film sur l'émir Abdelkader? Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je termine par le dernier film qui m'a beaucoup impressionné, qui est un film de Taleb Chakib Ben Diab, qui a été montré à Saïda d'ailleurs, et qui se présente comme un thriller, mais qui est en réalité un film où il y a de l'indicible, il y a une grande maîtrise technique et qui m'a rappelé Moussa Haddad. Moussa Haddad était un grand cinéaste créateur, un grand technicien de la réalisation. Or, notre cinéma en général, et c'est ça qui, par exemple, la différence de Moussa Haddad ou Chakib Taleb et Alouache est un narrateur. Ouais. Le cinéma algérien est en général de qualité, mais il est discursif. Alors que Taleb Ben Diab, tout d'un coup, vous apporte des éléments à partir de l'enlèvement de petites filles
petite fille par un malade mental. Il raconte la société algérienne et il jette un regard sur la ville d'Alger très inquiétant. Et tout d'un coup, on voit des dimensions surréalistes. Ouais. Voilà. Et ça c'est pas du discours, c'est de la manière de filmer. Le cinéma algérien en 44 leçons, et vous avez entre autres choisi la Nouba des femmes du Mont Chénois de Assia Djebar, et vous revenez, vous en parliez à l'instant sur le contexte, donc justement vous dites Assia Djebar n'a pas attendu l'Académie française pour devenir une artiste immortelle, malgré son obstination à écrire pour exister, pour exprimer le trop lourd mutisme des femmes algériennes. Assia Djebar avoue avoir longtemps hésité avant d'accepter l'offre de Pierre Nora de parrainer son entrée à l'Académie. En France, je suis considéré comme trop nationaliste et je ne possède pas de partisans dans le milieu littéraire français. En Algérie, je craignais de paraître non pas comme écrivaine francophone, mais plutôt comme écrivaine française. Ça a été dur pour elle. C'était très très dur et elle a décidé d'arrêter d'écrire parce qu'elle était en prise avec cette... Moi j'ai connu Assia Djebar à la Cinémathèque lorsque je suis arrivé à la Cinémathèque. Elle était une cinéphile acharnée. Elle adorait en particulier Bergman et Pasolini. Ouais. On parlait de cela très souvent. Et un jour elle est venue à la télévision, elle a dit « Moi je suis complexée par cette schizophrénie pratiquement qu'on m'impose sur ce butin de guerre, comme disait Kateb Yassine, le français, et puis écrire en français, et mon patriotisme, parce que je rappelle quand même qu'Assia Djebar a rejoint Tunis, et qu'elle était membre de l'équipe d'El Moudjahid à Tunis. C'est quand même une moudjahida. Donc, et qu'elle a toujours pourfendu le colonialisme, même dans son discours de l'Académie française. Et donc, elle est venue en disant, bon, je veux arrêter d'écrire en français et je veux m'exprimer en arabe, en algérien. Je reviens à l'algérien. Je reviens à l'algérien. Et donc, elle avait fait une série de reportages à Tunis pour le Moudjahid, résistance algérienne, sur les femmes algériennes qui étaient aux frontières. Et elle a voulu les retrouver pour en faire un film. Et en fait, ça a été très difficile parce que ces femmes, l'une est partie à Mostaganem, l'autre est partie à Khanchla, l'autre est partie... C'était très difficile. Et donc, elle a décidé à un moment donné, après avoir écrit un scénario, de refaire ce scénario parce que ça a pris beaucoup de temps à l'écriture et de nous proposer un film sur les femmes du Mont Chénois et en particulier sur Oudaï. Voilà. Vous écrivez au cours de ces 65 années, le cinéma algérien a produit beaucoup de films remarquables, comme nous l'avons souligné au début de cette étude. Le grand nombre de films de fiction et de documentaires de valeur artistique ne me permet pas de passer tout en revue, bien sûr, tout en revue dans un seul ouvrage. Il serait dans ces conditions-là, Ahmed Bejaoui, temps d'envisager l'élaboration d'un dictionnaire de cinéma algérien. Oui, mais moi je suis pas un homme de dictionnaire. J'ai fait une monographie sur tout ce qui s'est fait sur la guerre de libération dans le monde, 1000 fiches mais un dictionnaire, je pense que ça peut être quelqu'un d'autre qui puisse le faire, ça peut être utile, voilà. Mais moi je suis pour plutôt faire des choix et analyser et essayer de faire réfléchir sur ce que le cinéma peut représenter comme enjeu pour la culture algérienne et pour l'image de l'Algérie à travers le monde. C'est ça qui m'intéresse. Donc je suis plus pour un choix déterminé que pour l'exhaustif. À un moment donné, on avait parlé de l'âge d'or du cinéma algérien, qui est directement bien sûr lié à la première décennie qui a suivi l'indépendance. Que reste-t-il de tout cela, Ahmed Bejaoui? Moi, je pense qu'il reste le souvenir d'un démantèlement à l'époque, l'absence d'industrie, de la dépendance vis-à-vis des laboratoires étrangers, le démantèlement de la distribution, le démantèlement de la production, le démantèlement des salles de cinéma. Malheureusement, nous traînons cette histoire jusqu'à maintenant et qu'aujourd'hui, la mission qui est dévolue aux responsables du cinéma algérien, c'est de reconstruire le cinéma algérien à partir de bases nouvelles, de bases modernes, c'est-à-dire en construisant, d'abord en développant
des mécanismes d'aide qui sont en train de revenir d'ailleurs petit à petit, et ça c'est heureux, et de développer un circuit de distribution et d'exploitation, parce que sans le public, il n'existe pas de cinéma. Je rappelle encore une fois... Vous insistez sur ce point. J'insiste. Le public. Le public. Tout à fait. Parce que, vous savez, lorsque quelqu'un paye sa place dans un guichet et qu'il rentre dans la salle, il est avec un public et ils ressentent ensemble certaines émotions. Et ce n'est pas par hasard que dans les ciné-clubs aujourd'hui, c'est au sein des ciné-clubs que les jeunes cinéastes sont nés. Quand vous voyez Sofia Jama ou bien Moussaoui par exemple, ils sont le produit de ciné-clubs. Ouais. Aujourd'hui, il y a une chose également très très positive. Je suis allé à Sétif, j'ai animé avec des jeunes un ciné-club, je leur ai donné quelques clés pour des grilles de lecture sur des films. Le mouvement des ciné-clubs est très vivace, il est en plein renouveau en Algérie, et je pense que c'est de là que va venir le renouveau du cinéma algérien. Vous le citez dans cet ouvrage, il est essentiel que le spectateur algérien reste le principal juge de la qualité et de l'actualité des thèmes, afin de renouer avec la viabilité, bien sûr, commerciale. Bedjaoui, vous avez marqué également les programmes radio et télévision pendant de très longues années. On va revenir à la radio très brièvement, 67, 69. Avec Slimaliat. Exactement ça. Peut-on finir avec la radio? Peut-on finir avec la télévision? Non, parce que la radio pour moi c'est magique. Pour moi, 67, 69, j'ai posé ma voix. Oui. Et je crois que c'est, lorsque je suis arrivé à la télévision, les gens, ce qui les a impressionnés, mais qui peut-être était inconscient, c'était la voix. C'est-à-dire cette voix qui communique et qui passe l'écran. On peut également fantasmer sur les voix. Voilà. Moi, à l'époque des années 80, mais c'est la radio qui m'a formé. On m'imaginait blond, aux yeux bleus, voilà. 1m95. On peut tout imaginer. Et la télévision a tout... donc, à tout casser, à tout effacer. Donc la radio m'a beaucoup apporté, oui. et j'ai toujours aimé revenir à la radio, parce que la radio c'est quelque chose... Mais j'ai entendu dire en même temps que Abdelkrim Tazaout, qu'on vous avait fait la proposition de revenir alimenter ou du moins élargir le champ des possibles, ici même à la chaîne 3, et vous n'avez pas été disponible, c'est vrai? Oui, c'est vrai parce que c'est contraignant d'être là une fois par semaine, 4 fois par mois. Par mois, voilà. Une émission hebdomadaire. 4 fois par mois sur toute l'année. Je l'ai fait. Je suis revenu à Friqia FM pendant 1 an et demi et à Thaqafia en arabe. Donc j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait 2 émissions à la radio. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais c'était très contraignant. Pour moi, aujourd'hui, j'écris, lorsque je prends la plume, je suis libre. Ouais. Je peux écrire n'importe où, dans un café, dans un hall de gare, dans un aéroport, chez moi, chez les autres. Par contre, la radio, c'est contraignant. Et voilà. Qu'est-ce que vous gardez de ces années 67 et 69 à la Ruoche en particulier? Mais je vous dis, face au lycée Omar Hassim? C'était une formation d'abord. Alors, principalement, on était avec mon ami Slimali Abdellah, on présentait les programmes de la semaine. Il y avait 52 salles dans Alger. Wow. 52 salles. Et il y avait 10 films en première vision. En 2 heures, on avait 2 heures de programme. C'était insuffisant pour présenter les films, parce qu'il y avait des films de Houston, il y avait des films de Ford, il y avait des films de Shaheen, il y avait des films de Moussa Haddad. On n'avait pas le temps de parler de tous ces films qui sortaient en même temps. C'était d'une richesse extraordinaire. Et donc, pour moi, la radio, vraiment, j'avais fait du ciné-club avant, beaucoup de ciné-club avant 67. Mais la radio m'a discipliné, la radio m'a permis de poser ma voix, de communiquer et de développer un sens pédagogique que j'ai développé après, qui m'a servi beaucoup lorsque j'ai enseigné le cinéma et l'audiovisuel à l'université. Donc la radio a été une école de formation très précieuse. Et j'ai beaucoup admiré des voix comme Leila Boutaleb, etc. Pour moi, c'était des voix... Et Jamel Amrani, Sherifa, qui étaient mes amis. Tout ça, c'était mes amis. Il y a un auditeur qui appelle depuis tout à l'heure et la réalisatrice me dit, c'est une question qui vous est destinée, Ahmed Bedjaoui. Comment expliquer la disparition du festival du film engagé?
Écoutez, c'est l'une des dernières questions. Je pense qu'il faut poser la question aux gens du ministère de la Culture. Il a tellement insisté, Jawid Azekat me dit, il faut réellement poser. Il s'est passé qu'à un moment donné, l'ancienne ministre de la Culture a décidé de mettre fin aux fonctions de l'équipe et elle a convoqué Madame Yahi, qui était commissaire de ce festival, pour faire des passations avec son successeur. Et depuis, on attend que la nouvelle équipe, mette en place ce festival. Ça fait 2 ans maintenant qu'il ne se fait pas. Aux dernières nouvelles, le festival devrait, avec une équipe nouvelle évidemment, se tenir dans la première semaine de décembre, comme c'était le cas avant. Oui. Et voilà, c'est les dernières nouvelles, je n'en sais pas plus. Si on considère que ce festival était une réussite, pourquoi on s'acharne à couper et à arrêter les choses qui marchent pour mettre des choses certaines? J'en connais un bout, croyez-moi. Hein. En tout cas, votre actualité, elle est là pour notre plus grand plaisir. Un livre à mettre dans votre sac de plage pour justement aller à la rencontre des univers et surtout décrypter l'histoire du cinéma algérien en 44 leçons d'Ahmed Bejaoui. Je le rappelle encore une fois pour cet avant-dernier numéro de l'émission du Café de la Troie. C'est paru aux éditions Méziane Mohamed Walid. Mais également, allez-y faire un petit tour à la Casbah et surtout visiter l'exposition de Halim Alamine à la Pournon. Un moment suspendu entre émotion et lumière. Et si vous ne savez pas où c'est au 14 rue Moqaran Zouaoui, c'est à la Casbah. Un grand merci Ahmed Bejaoui. À demain, mon cher Abdelkrim Tazarout pour Empreinte, je le rappelle à partir de 10h. Rendez-vous à partir de 10h demain. Très bien pour notre amie Stambouli, sa footballeuse. Et demain, c'est la journée de l'artiste. Exactement ça, mais vous savez, nous fêtons l'art au quotidien sur les ondes de la chaîne 3.